Bienvenue dans cette saison 2 du PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Vous y retrouverez des articles, des vidéos et bien sûr tous les épisodes du podcast pour booster votre culture sécurité. Chaque mardi, retrouvez un épisode de ce podcast créé pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser dans la maîtrise des risques professionnels en s'inspirant des conseils d'experts et de l'expérience passionnante de mes invités. Aujourd'hui, j'accueille Bruno Couder, qui est le responsable du service sécurité de Sobegy pour parler de sécurité au travail et de prévention des risques opérationnels. Bruno manage un service de plus de 40 personnes composé de pompiers industriels et de préventeurs HSE. Il est en charge de la gestion de crise de sites industriels classés Seveso, mais aussi et surtout de la prévention opérationnelle et du développement de la culture sécurité. J'ai personnellement beaucoup apprécié cet échange avec Bruno, qui a déjà une grande expérience et qui a une réelle vision de la culture sécurité pour son organisation. Sur ce, je vous laisse donc écouter cet épisode avec Bruno Couder. Bonjour Bruno Couder, bienvenue dans le podcast. Comment allez-vous ? Très bien, merci Alexandre, ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation parce que c'est vrai que j'ai abordé des sujets qui sont plus loin même de mon métier dans le podcast récemment et j'avais envie du coup qu'on aborde des choses assez opérationnelles de la prévention des risques, donc du coup encore merci. Est-ce qu'on peut commencer par du coup votre présentation et également votre parcours s'il vous plaît ? Oui, très bien. Donc Bruno Couder, j'ai 36 ans, 2 enfants pour la partie personnelle. Je suis originaire de Lyon, expatrié dans le sud-ouest depuis quelques années. Pour la partie professionnelle, c'est là où j'ai rencontré du coup ma femme il y a environ une dizaine d'années. Et si je devais, d'un point de vue professionnel, présenter mon poste, je dirais que mes parents étaient policiers et médecins. Et quand on mélange ça dans un shaker, finalement ça donne Bruno, responsable sécurité en industrie. Ça mélange assez bien les deux métiers parce que on est là pour essayer de prévenir les risques d'accident, essayer de faire en sorte que l'ensemble du personnel rentre chez lui en bonne santé. Donc on doit faire des diagnostics, on doit préconiser des choses, on doit influencer, on doit édicter des règles, vérifier qu'elles sont appliquées. Et donc c'est en gros le métier que j'occupe aujourd'hui. Pour le parcours, j'ai essentiellement fait mon parcours dans l'HSE, la sécurité. Que ce soit sur des projets travaux neufs en expatriation au Congo, que ce soit plus sur du safety process au Yémen, sur une unité de gazéification. Et puis après, j'ai fait aussi un peu d'exploitation sur un site de stockage de gaz avec l'optimisation de la production et du stockage de gaz et puis la coordination de l'ensemble des plannings. Et puis depuis 6-7 ans, à Sobegy, d'abord en sécurité opérationnelle, prévention du risque au poste de travail. Et puis, depuis 3 ans, j'ai également la partie préparation, situation d'urgence, gestion de crise sur site Seveso. Voilà en quelques mots qui je suis, mon parcours. Ok, très bien. Donc du coup, alors il y a pas mal de choses sur lesquelles on va revenir, notamment la partie offshore. Les gens qui sont fidèles du podcast sauront que moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que je trouve très intéressant, donc on va faire une partie spécifique dessus. Mais alors du coup, vous avez rapidement expliqué que pour vous c'était finalement naturel de vous être orienté là-dedans par rapport à votre histoire personnelle et pour vous c'est la sécurité c'était une évidence ou il y a aussi le fait des opportunités et que finalement vous y êtes plus ? Ça a plutôt été une opportunité au départ. Dans mon cursus, j'ai fait une école d'ingénieur chimie, génie des procédés, puis c'est au fur et à mesure du parcours. J'ai fait une année de césure en Angleterre dans de la recherche et développement. Et là, je me suis rendu compte que la partie recherche me plaisait moins, que j'étais plus attiré par des choses plus concrètes, opérationnelles, avec des résultats plus rapides. Et donc, en dernière année, il y avait l'option de se spécialiser plus sur des choses opérationnelles, notamment en sécurité, environnement, HSE plus général. Donc, je suis parti là-dedans. Et puis après, chemin faisant, j'ai continué dans cette voie-là parce que ça me plaît, que je m'y épanouis. Donc ça a été un peu de l'opportunité au départ et puis finalement, ça correspond assez bien à ce que j'aime faire. Ok. Donc vous vous êtes retrouvés parce qu'il y a Enfin moi aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'on touche quand même à pas mal de choses. On a du terrain, on a aussi de la partie technique parce qu'il faut quand même comprendre les process et on a aussi ce bagage qui nous permet tout simplement d'être pertinent quand on échange. Au bout d'un moment, faut être honnête. Donc c'est marrant parce que du coup, on se retrouve pas mal là-dessus.
Et donc on va attaquer directement sur le offshore. Donc je savais pas, vous avez que 36 ans et vous avez déjà fait donc le Congo, vous avez dit le Yémen et du stockage de gaz, tout ça. Est-ce que déjà vous pourrez nous parler peut-être d'une expérience qui vous a été assez marquante dans votre parcours et voilà, nous parler un peu de ce monde-là. Sur la partie offshore, en fait, alors j'avais fait une année de césure en Angleterre dans de la recherche et le poste au Congo, c'était mon premier poste. Donc j'avais déjà vécu une expatriation en Angleterre, donc cette partie d'expatriation, je connaissais un peu, mais vraiment la partie sécurité en expatriation offshore en premier poste était vraiment une grosse découverte, très enrichissante. Alors c'était une aventure à la fois humaine, professionnelle, puisque j'habitais là-bas, donc ça fait beaucoup sur un poste. C'était hyper enrichissant. Donc on découvre une autre culture, on découvre d'autres façons de penser, on découvre un nouveau milieu, parce que moi je connaissais pas du tout l'offshore et l'exploitation de gaz et de pétrole, donc c'était aussi beaucoup d'apprentissage en fait, énormément d'apprentissage. Tout ce qui est côté projet travaux neufs, donc toujours une bonne dynamique et puis toujours quelque chose de motivant, parce qu'on travaille sur un projet, on sait qu'il y a un début, qu'il y a une fin, qu'il y a des résultats concrets. Et après, c'est toute la difficulté d'arriver à travailler avec des gens qui sont sur site en offshore. Moi, j'étais plutôt basé à terre, donc je faisais des allers-retours. Et puis, c'est un milieu qui est très contraignant. Comment? En hélicoptère? J'ai fait les deux. J'ai fait l'hélicoptère et j'ai fait le surfeur aussi. Alors, on part très tôt le matin, à 5 heures, on prend le surfeur. Et suivant où on va, on a pour 2, 3, 4 heures pour atteindre les plateformes. Donc, déjà, ça met dans l'ambiance, quoi. Déjà, rien que le fait de devoir arriver comme ça, de devoir sortir du bateau, monter sur la plateforme. On comprend déjà toute la difficulté parce qu'on se retrouve très loin en mer, en autonomie totale, avec très peu, enfin, juste des contacts téléphoniques ou autres avec la terre. Donc, tout problème doit être géré sur la plateforme. Et donc, il y a énormément de travail de préparation pour qu'une fois qu'on soit sur plateforme, tout soit prêt et tout soit opérationnel. Un des gros points de mon projet Travaux Neufs, c'était les entreprises, elles arrivent et puis si elles n'ont pas le matériel ou si le matériel n'est pas en bon état, on perd très rapidement des jours parce qu'il faut aller recommander le matériel à terre, le faire revenir en mer. Donc il y a énormément de travail de préparation. Et on a eu beaucoup de travail comme ça, d'anticipation et de se préparer au mieux pour que les interventions, une fois qu'on soit là-bas, on soit fin prêt avec tout ce qu'il faut. Alors finalement, c'est applicable partout, c'est applicable aussi aujourd'hui sur nos chantiers. Si on n'a pas le matériel, si on n'a pas prévu, on perd du temps et puis ça se passe mal. Mais du coup, là-bas, c'est exacerbé parce que il suffit pas de retourner à l'atelier en 5 minutes pour aller chercher ce qu'il faut. Ouais, c'est clair, les implications, elles sont pas les mêmes, c'est évident. Mais du coup, je vous ai coupé, désolé, c'est parce que c'est vrai que moi, comme je disais, je trouve ça super intéressant et voilà, c'est la réalité d'une exploitation aussi contraignante, quoi. Donc ça, on en a l'image entre guillemets rêvée de quelqu'un qui va en parler, mais quelqu'un qui l'a vécu, c'est pas pareil. Et vous avez parlé justement de la culture et peut-être que vous avez je sais pas si c'est le cas, mais des expériences ou des gens qui vous ont marqué en lien bien sûr avec la sécurité. Il y avait un point qui m'avait marqué, c'est la notion de hiérarchie et de message. C'est-à-dire que quand on s'adresse à quelqu'un, notamment dans le pays où j'étais, il est très important de savoir aussi quel est l'âge des personnes, qui est plus âgé par rapport à qui, quelles sont les relations personnelles, parce qu'une personne moins âgée va pas pouvoir contredire ou aller remettre en question quelqu'un de plus âgé facilement. Donc déjà, quand on sait ça, on sait forcément tout ce que ça implique derrière en termes de messages, de communication. Après, il y avait la notion, mais ça on la retrouve dans les hiérarchies, où quand on est quelqu'un de hiérarchique, on n'ose pas nous parler ou nous dire forcément trop les choses, on a tendance à cacher un peu, à minimiser, et donc c'est toujours difficile d'arriver à faire comprendre qu'on peut avoir confiance, qu'on peut dire les choses, qu'on peut partager, que même s'il y a des liens hiérarchiques ou des liens différents, on peut quand même faire passer des messages. Et après, il y a forcément une dimension de culture où quand on dit quelque chose, c'est pas forcément compris pareil, on n'a pas les mêmes références culturelles. Et donc du coup, c'est plus difficile d'imager ou de faire comprendre des choses quand on n'a pas les bonnes références. Ouais, c'est sûr. Et ça, du coup, c'était votre expérience du coup au Congo. Et après, alors, je sais pas si c'était juste après, mais du coup, vous avez également pu vivre une expérience de ce type-là au Yémen. Ouais, c'est ça, sur du gaz naturel liquéfié. Alors là, j'étais plus en opérationnel direct, j'étais plus sur ce qu'on appelle les études de danger, le safety process. Donc j'étais plus sur
refaire les analyses de risque, refaire l'étude de danger, revérifier les scénarios d'accident majeur. Donc c'est un peu plus du documentaire, de l'analyse, c'est un peu moins de l'opérationnel. C'était aussi en rotation, donc c'est-à-dire 4 semaines. Alors là, pardon, le Yémen c'était en rotation. Au Congo, j'étais vraiment en résident, donc j'habitais là-bas. Au Yémen, c'était en rotation, donc je travaillais 4 semaines au Yémen et ensuite je revenais 4 semaines à la maison et ainsi de suite. D'accord. Donc là, Ok. on a l'expérience de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des personnes en continu. Donc là, ça a l'avantage d'avancer assez rapidement, parce qu'on est tout le temps présent, on est avec une équipe à travailler tout le temps ensemble. Ça a la difficulté que pendant 4 semaines, c'est notre back-to-back, donc l'autre personne qui assure quand on n'est pas là, qui avance les sujets. Et donc Ah du coup, oui. nous, on avance sur 4 semaines, après c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais, puis ensuite on reprend. Donc il y a tout le passage délicat d'essayer d'avancer dans la même direction, de partager les informations et de travailler à deux sur un sujet. D'accord. Ah ouais. Et quand on dit 4 semaines, ouais, je vous l'avais dit, mais c'est du lundi au dimanche, c'est pas lundi, vendredi et 2 jours de repos, quoi. C'est Non, une alors semaine après, complète. ouais, ben, on est 4 semaines sur site à travailler tout le temps. Alors après, l'avantage, c'est qu'on a 4 semaines à la maison. Donc on est 4 semaines Ouais. loin de la famille, mais on est 4 semaines à temps plein au travail. Donc c'est un peu comme on se trouve un peu comme dans une famille, hein. C'est-à-dire qu'on est un groupe, on vit ensemble, on dort ensemble, on travaille ensemble. Et du coup, on avance aussi beaucoup plus vite parce qu'on est tout le temps en train d'être sur site et de travailler. Ouais. Et pour ces études, du coup, vous avez une partie sur le terrain ou c'est vraiment en bureau d'études uniquement? Alors là, moi, j'étais basé sur site, mais je travaillais énormément avec les bureaux d'études qui, justement, modélisaient les scénarios, nous faisaient les analyses de risque, et moi, je venais confronter avec l'ensemble des données que je pouvais récupérer sur le terrain pour alimenter ces études de danger. D'accord. Ok. Alors moi je me demande quand on a goûté à cette vie qui est un peu plus je sais pas si c'est plus mais en tout cas qui est pas mal stimulante et avec voilà avec des challenges culturels techniques aussi euh, enfin pourquoi est-ce qu'on rentre finalement et pourquoi on n'a pas envie de repartir? Le, alors, c'est un peu ma vision quand je suis revenu, peut-être une vision un peu jeune aussi, où on se dit que c'est toujours l'herbe est toujours plus verte ailleurs, que c'est toujours plus l'aventure. Déjà, rien que le fait de partir à l'étranger, on a l'impression que c'est un peu plus l'aventure. Maintenant, les challenges qu'on peut retrouver en expatriation sur des sites, on les retrouve complètement ici sur des sites en France. Mhm. On parle de différences culturelles, mais même en France, on a des différences culturelles. On s'adresse à des personnes qui sont originaires de milieux différents. On a des challenges à surmonter, à relever. Moi, je travaille dans des usines Céveso, donc on a aussi des risques importants. Et donc, on peut retrouver la même énergie, le même challenge sur des sites en France autant qu'à l'étranger. Alors c'est sûr que l'étranger fait peut-être un peu plus rêver, c'est peut-être un peu plus attractif comme ça de prime abord. Moi aujourd'hui, j'y trouve tout autant d'intérêt, d'énergie, d'envie à travailler ici à Sobéji dans le sud-ouest que j'ai pu le trouver en étant au Yémen ou au Congo. D'accord. Bah alors justement, peut-être que vous pourrez on va aborder directement votre mission en tant que responsable du service sécurité pour votre société actuelle. Vous pourrez quelle est votre mission, ce que vous faites exactement et bah ce que vous êtes en tout cas habilité à nous transmettre en tout cas. Le rôle de mon poste, il est assez simple finalement, ça peut se résumer en une phrase, c'est prévenir les risques d'accident. Pour ça, il y a deux volets. Il y a le volet que je réalise depuis quelques années, qui est la prévention opérationnelle au poste de travail. Donc, c'est éviter des accidents au poste de travail, que ce soit le personnel statutaire dans ces opérations d'exploitation ou les entreprises intervenantes qui viennent travailler sur site. L'idée étant de définir les règles, de définir le système de management, les conditions d'intervention et d'essayer de prévenir les accidents sur nos opérations d'exploitation et d'intervention de maintenance. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième, c'est si malgré toutes les mesures de prévention qu'on a mis en place, eh bien, il y a un accident qui survienne, qu'on soit en capacité de réagir très rapidement. Et donc là, c'est ma deuxième mission, c'est de prévenir les situations d'urgence et d'être en capacité de réagir très rapidement pour minimiser le risque d'accident. Et donc là, ce deuxième rôle-là, ben, c'est une équipe de pompiers industriels qui interviennent sur site, qui peuvent intervenir si on a du personnel qui se blesse et si on a des accidents en process, ben, en capacité de mettre en œuvre des moyens de protection très rapides pour minimiser les risques et l'impact d'un accident. Donc il est double, à la fois de la prévention, prévention de risques opérationnels, prévention de risques majeurs, et puis d'être en capacité de réagir en cas de crise.
pour être d'un milieu qui est proche sur pas mal de pratiques, mais alors là, la partie secours, c'est assez différente chez moi parce qu'en gros, c'est rare que la personne qui va prévenir soit aussi la personne qui serait théoriquement en charge au moment de secourir. Enfin, vraiment, chez moi, c'est deux fonctions qui sont séparées. Donc, du coup, ça me surprend parce que effectivement, il y a des principes de prévention primaire d'un côté et tertiaire de l'autre. Donc ça me choque pas. Par contre, je me demande comment on fait rentrer tout ça dans une usine, une usine importante, et comment on fait rentrer tout ça dans une seule journée pour une seule personne. Alors, je ne suis pas une seule personne en fait, hein. Je manage un service, donc on est une quarantaine de personnes qui œuvront à ça. Donc je suis loin d'être tout seul. Moi, mon rôle, c'est justement de faire travailler ces 40 personnes à prévenir les risques d'accident. Et finalement, l'intervention et la prévention, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'on a des pompiers qu'on a formés sur des risques de prévention et qui viennent des fois sur chantier faire des audits, signer des permis de travail. Et on a nos préventeurs qu'on a formés aussi en intervention et qui viennent compléter les équipes de pompiers pour intervenir si besoin. Et finalement, le but, il est à la fin d'éviter qu'il y ait des accidents qui se produisent. Donc, tout le but, c'est qu'on soit en capacité de prévenir, donc que les pompiers aient des actions de prévention, que les préventeurs puissent réagir aussi au moindre départ d'accident. Et les deux métiers se marient finalement assez bien parce qu'on touche sur tout le volet de la prévention, que ce soit du début de l'intervention, de l'encadrement, jusqu'à la fin, la réalisation et même le risque d'accident. Si on fait le parallèle, quand j'avais le poste au Congo en rotation, sur site offshore, c'était pareil. Sur site offshore, il fallait tout gérer. Il fallait gérer à la fois l'intervention des exploitants, des entreprises de maintenance, et puis s'il y avait un problème ou un pépin sur le site, comme on est éloigné de tout, il faut aussi être en capacité de réagir. Donc moi, j'ai toujours connu cette expérience de faire la prévention et la sécurité depuis le début jusqu'au risque d'accident. D'accord. Justement, pour compléter cette partie secours, et vous êtes donc sur un site qui est classé Céveso seuil haut, et on sait que ça nécessite pas mal de requis et pas mal d'exigences, on va dire, pour être conforme tout simplement à cet aspect de la réglementation. Peut-être que vous pourrez nous partager comment ça se passe. Donc ce qu'on avait préparé, c'était plutôt la partie exercice et aussi en termes d'information au public qui est environnant. Alors, on se base finalement sur ce qu'on appelle les études de danger. C'est-à-dire que la directive Céveso, elle nous impose pour des sites qui sont classés Céveso, donc qui ont des risques importants, d'identifier tous les scénarios d'accident possibles. Donc ça, c'est l'étude de danger qui va le définir, qui va mettre en place un certain nombre de mesures de prévention, d'exploitation. On a des vannes de sécurité, des procédures, une organisation en place pour éviter que les accidents se produisent. Ça, c'est défini dans l'étude de danger. Et puis ensuite, à partir de l'étude de danger, on va mettre en place ce qu'on appelle un plan d'opération interne qui va nous permettre d'identifier pour chaque scénario d'accident qu'est-ce que l'on doit réaliser, qu'est-ce que l'on doit faire pour intervenir si jamais il y a un accident qui se produit. Donc là, c'est le but de mon poste, c'est de définir ces plans d'organisation interne, de définir l'organisation de toute la structure pour répondre à cette organisation-là. Donc à la fois les pompiers industriels qui interviennent, les exploitants qui viennent compléter le dispositif, les astreintes qui montent en cellule de crise pour organiser l'ensemble de la gestion de crise. Et donc j'ai toute cette partie d'organisation à mettre en place, à écrire, à définir dans des procédures. Et puis après, le but, c'est de le tester après en réel sur site et de faire des exercices réguliers pour vérifier que tout fonctionne bien. Ça, c'est la partie organisation. Après, comme dans tout scénario d'accident, il faut aussi des moyens. Donc l'idée, c'est de définir aussi les moyens, alors à la fois les moyens d'intervention, donc le réseau incendie, les camions de pompiers pour intervenir, tout ce qui est aussi moyen pour prévenir, alerter, donc l'ensemble du système d'alerte avec des boutons poussoirs pour déclencher des zones en alerte, les sirènes qui doivent sonner. Et puis ensuite, on a tout un dispositif de communication où on est en capacité de prévenir les astreintes, prévenir les salles de contrôle, envoyer des SMS, des appels à un certain nombre de listes d'appels pour prévenir de l'événement et mobiliser l'ensemble des acteurs. Et donc on a comme ça Ouais, vous avez une question. Et donc du coup, les personnes, elles sont donc formées, et les exercices, c'est quoi comme fréquence pour avoir des personnes qui sont prêtes à intervenir? Alors, pour y répondre, il faut y aller en plusieurs éléments. Alors, qui intervient sur une crise le jour où il y a un accident? Mais il y a l'exploitant qui exploite son unité qui va intervenir,
qui lui, en général, est formé à ce qu'on appelle une première intervention. Donc, il est en capacité de mettre en place ses fiches réflexes et puis de mettre en place les moyens fixes d'incendie, de mettre en sécurité son installation. Donc, lui, il est formé dans le cadre de son compagnonnage à toutes ces actions-là. Et puis ensuite, on va réaliser des exercices réguliers. Alors là, ça dépend des exploitants et des unités. Par exemple, sur Sobeji, pour qui je travaille, tous les dimanches, on fait ce qu'on appelle une manœuvre opérateur première intervention. Donc déjà, tous les dimanches, on fait un exercice sur une unité pour se préparer à ces situations-là, où on met en place à la fois les exploitants et les équipes de pompiers. Donc ça, c'est des petites manœuvres qui durent en général 1h30 maximum, qui permettent de faire vraiment les premiers réflexes terrain. Donc ça se fait sur Sobeji, ça se fait aussi sur d'autres entités. Ensuite, on a les exercices un peu plus réglementaires qui s'appellent les exercices POI, plan d'opération interne, où là, on en réalise 24 chaque année sur l'ensemble des sites. Ça fait à peu près 2 par mois. Ouais. Donc, on ajoute ces 24 exercices à tous les exercices du dimanche, aux exercices qu'on fait parfois en semaine avec les autres acteurs. Côté pompiers, tous les jours, ils font ce qu'on appelle une manœuvre de la garde. Donc, tous les jours, ils s'entraînent sur une manœuvre précise, que ce soit du secours à victime, de l'intervention en espace confiné, du sauvetage en hauteur, de l'alimentation d'un camion, de la mise en place de réseaux de détection. Donc on a vraiment un entraînement régulier au pas de la journée, de la semaine, du mois, qui permet de nous entraîner régulièrement et d'être prêt à réagir en cas de situation. Ouais, alors je pensais pas que c'était aussi intense, on va dire en termes d'exercice, mais finalement enfin, on va en parler juste après, mais c'est vrai que c'est logique avec les requis que vous avez et l'entreprise que vous avez. Et d'ailleurs, oui, j'ai sauté un peu rapidement, mais peut-être que vous pourrez nous présenter Sobeji et aussi nous dire que fait votre société, et comme ça on embrayera directement sur les risques auxquels sont exposés vos employés. Oui, alors Sobeji, c'est une industrie qui comporte 238 collaborateurs et on fournit de l'énergie en gros et des services. Il y a 2 plateformes, on est sur 2 plateformes multi-industrielles, une qui s'appelle Induslac et l'autre qui s'appelle Chempol 64. Sur les 2 plateformes, il y a plusieurs industriels d'activités plutôt chimiques. Et le rôle de Sobeji, c'est de fournir des utilités, donc de l'énergie, de l'eau, de la vapeur, de l'électricité à ces industriels-là, de fournir les moyens communs, donc tout le dispositif de sûreté, de contrôle d'accès, d'entretien des routes, du réseau incendie, des voies ferrées. Et puis, on fournit aussi des services. Donc, pour ceux qui le souhaitent, on peut réaliser la maintenance de leurs unités, on réalise des prestations de sécurité. Et puis, dans le cadre de la gestion de crise, on coordonne la gestion de crise pour les deux plateformes et ceux qui le veulent adhèrent aux pompiers et on s'entraîne ainsi avec eux sur leurs exploitations. Donc, on fournit à la fois de l'énergie, des utilités et également des services. Et ça veut dire sur les 274, vous avez dit personnes, il y a combien de personnes 238, pardon. Il y a combien de personnes qui sont également pompiers ? On est 28, alors il y a 28 pompiers postés, professionnels, et après on a 2 personnes en journée qui peuvent compléter les effectifs, et puis les préventeurs qui sont 6, qui viennent aussi compléter si nécessaire. Ah ouais, ça fait un sacré taux quand même pour une entreprise. Alors total, là, je vous ai dit 238, mais parce que ça, c'est que Sobeji. Après, on travaille sur 2 plateformes où il y a d'autres entreprises qui adhèrent au service de pompiers. Et donc, au total, sur les 2 plateformes, on est plus de 1000 personnes au total en entreprises utilisatrices. Plus après, viennent s'ajouter les entreprises intervenantes. Donc, on est 28 pompiers, mais pas juste pour les 238 collaborateurs Sobeji, mais pour vraiment les 2 plateformes. Ah d'accord, ouais. C'est plus proche du ratio que je connais alors, effectivement. Ok, ça marche. Très bien. Et du coup, alors, par rapport à toutes ces activités, les risques auxquels sont soumis sont exposés vos employés, quels sont-ils ? On va les classer en 2. Il y a ce qu'on appelle les risques majeurs qu'on peut connaître dans la presse, qui sont des risques d'incendie, qui sont des risques d'explosion. On a aussi, comme sur des industries chimiques, un risque avec des produits chimiques et du risque toxique. Donc ça, c'est pour les plus gros risques qui nous créent les scénarios d'accidents majeurs. Et puis après, comme toute activité, on a des risques plus opérationnels qui sont les systèmes alimentaires en énergie, avec du risque électrique, avec du risque process, gaz, vapeur, équipement sous pression. On va retrouver des risques de bruit, de travaux en hauteur, d'espaces confinés, de levage qui sont associés à toutes les activités de maintenance. Donc on a à la fois tout ce qui est plutôt risque majeur avec de l'incendie, de l'explosif, du toxique, et après tout ce qui est plutôt opérationnel avec ce que j'ai cité précédemment. D'accord, donc c'est beaucoup lié à la maîtrise des énergies, des choses comme ça, quoi. Sur la partie maintenance et
assez commun dans l'industrie en fait. C'est des trucs que je retrouve aussi beaucoup. Et justement, ma question suivante, c'est lié à la culture de sécurité. J'ai envie de dire, historiquement, tout ce qui est oil and gas, en tout cas en France, c'est assez pionnier pour la culture de sécurité. Et en même temps, je me dis que c'est là aussi, du coup, il doit y avoir plus de challenge parce que du fait de ce patrimoine et de cette histoire, ça va être aussi dur de faire vivre cette culture dans votre organisation. Est-ce que vous pouvez peut-être nous partager du coup comment vous la voyez aujourd'hui et comment vous la voyez évoluer? Alors sur le bassin d'emploi où je suis, ça a évolué parce qu'avant c'était en effet de l'oil and gas, on exploitait le gaz de lac qui a approvisionné la France en gaz pendant des années. Et puis la plateforme s'est reconvertie, on est plus maintenant sur des métiers autour de la chimie, de la fabrication plus de produits chimiques, de produits qui sont utilisés après pour l'aviation, pour la construction de contenants, de produits de matières premières. Donc là, on a vraiment changé aussi de plateforme et de type d'industrie. Alors après, moi j'ai toujours connu l'oil and gas en effet, puis maintenant la chimie, parce que je suis plutôt originaire de la chimie au départ sur les études. Alors je ne saurais pas dire si c'est le propre de cette industrie qui évolue ou c'est plutôt une évolution générale de l'ensemble des industries, mais on est passé de quelque chose qui était historiquement plus de la culture métier, où les gens faisaient plus avec l'expérience. Après, ça a plutôt évolué vers on met énormément de règles, et donc on écrit plein de règles, et puis bêtement, entre guillemets, les gens vont appliquer les règles et puis il n'y aura pas de souci. Il suffit de les écrire et puis de les diffuser et puis les gens vont appliquer les règles et il n'y aura pas de problème, on aura tout qui serait bien calé. Et puis de plus en plus, on voit bien que c'est pas suffisant. Il faut du facteur humain, il faut de l'organisationnel, il faut du technique, il faut quelque chose de beaucoup plus intégré. Il suffit pas juste d'écrire des règles, de faire des études et puis de les écrire et puis de dire maintenant respectez-le. Il faut aussi accompagner le discours, il faut aussi donner du sens. Il faut aussi mettre en place une organisation qui permet aux gens de respecter les règles. Donc de plus en plus, on va vers une sécurité qui était très réglée, avec j'édicte des règles et puis les gens doivent les respecter, à quelque chose qui est beaucoup plus intégré, où il y a des règles, il y a des situations, et puis chacun doit maintenant intégrer ces règles-là, être en capacité de réagir en fonction de ce qu'il a sur le terrain. D'accord. Donc vous êtes en train de passer, on va dire, si on respecte les choses de l'ICSI, plutôt à la partie intégration, plus la partie intégrée après la culture réglée, quoi. C'est ça. Alors après, faut vraiment s'adapter au contexte et à l'industrie qu'on a aussi. Je pense qu'il y a toute une partie quand on parle de risques majeurs où là on est vraiment dans quelque chose de très réglé. Là il n'y a pas beaucoup de place pour l'intégration, c'est-à-dire qu'on vient prévenir des accidents qui sont des accidents industriels assez importants. Là il faut quelque chose de très réglé où il n'y a pas de marge de manœuvre et on doit absolument respecter ces règles-là et on s'assure qu'on les respecte bien parce qu'on est sur un risque qui est très fort. Après maintenant dans la vie de tous les jours, il y a des risques plus ou moins forts et sur des risques un peu moins forts, on en est un peu plus dans de l'intégration où il faut être en capacité d'analyser la situation et de pas juste appliquer des règles, mais aussi d'être en capacité de les interpréter. Donc, intégrer, oui, mais ça dépend en fait des situations. Je pense que pour des risques vraiment très importants, on reste sur quelque chose de très réglé encore. Ouais, mais ça me parle parce que c'était un expert qui m'avait expliqué ça, que du coup, dans des milieux très cadrés comme des milieux militaires militaires marins ou dans les sous-marins, des choses comme ça, c'est surtout dans les moments de crise que là, tout est vraiment cadré et tout est à la lettre de la règle, quitte à ce que ce soit en temps normal, que ce soit pas aussi exigeant, mais pour pouvoir justement savoir solliciter les personnes au moment de la crise, quoi. Et c'est des temps qui finalement c'est vrai que quand on voit un concept d'une culture, on est loin de la réalité où c'est mouvant en fait. Il y a des moments où voilà, ça va évoluer vers de l'intégré ou ça va évoluer vers du réglé. Et ça en fait c'est souvent, enfin comme toujours, mais beaucoup plus lié à l'activité et au moment de crise ou pas, plutôt que voilà un concept joli sur aujourd'hui on est intégré et demain on sera réglé. Ça c'est pas aussi simple que ça. Non, je pense qu'il faut vraiment s'adapter à la situation, aux risques auxquels on est confronté, et puis aussi à l'avancement où on en est. Ça sert à rien d'aller trop vite non plus et de dire tiens on va tout faire régler puis tout le monde va accepter. Il faut savoir, je pense, doser et définir quelles sont les priorités. Qu'est-ce qui doit être absolument réglé, sur lequel c'est intransigeant, on doit respecter la règle à la ligne, et qu'est-ce qui est plus de l'intégré où voilà la règle.
voilà les systèmes de dérogation possibles et voilà comment on peut avancer, analyser les risques et en fonction de l'analyse de risque, définir des mesures de prévention adaptées. Et justement, vous avez quoi comme priorité en ce moment sur les thèmes de sécurité? Alors, on est en train d'essayer de ce qu'on appelle développer la culture sécurité avec un programme culture sécurité. Donc, on essaye toujours de coller au plus près du terrain, de où on en est aujourd'hui et de quels sont nos axes d'amélioration. Donc, la base, c'est de partir en fait du terrain, des accidents qu'on a pu avoir par le passé, des choses qu'on a pu constater sur le terrain, d'identifier des grandes familles de prévention, de prendre aussi du retour d'expérience des autres sites. Et sur la base de ça, de construire un programme qui va nous permettre de développer la culture sécurité, d'aller vers quelque chose de plus en plus intégré, où les gens connaissent les règles, peuvent les appliquer, les adapter. Nous, alors moi, c'est plus d'un point de vue personnel. On a eu, il y a quelques années, un taux d'accident qui était assez fort. Il y a environ une dizaine d'années, on avait encore un taux d'accident qui était assez fort. Donc, on a eu une grosse action à ce moment-là de dire, on va énormément mettre d'énergie pour réduire ce taux d'accident. Et donc, on essaie de réduire l'ensemble des accidents, que ce soit la personne qui se blesse avec un marteau sur une clé à frappe ou des accidents qui peuvent être plus graves. Aujourd'hui, on en est arrivé à un taux d'accident qui est très faible. On a, en gros, sur SOBJ, entre 0 et 1 accident maximum par an. Donc, on est sur quelque chose de maintenant qui est très stable et qui est très bon. L'idée, maintenant, c'est de se concentrer plus sur cet indicateur-là, mais sur plutôt les signaux faibles. Donc, les potentiels d'accidents majeurs, les anomalies qui sont de plus en plus importantes. Et de ne pas oublier aussi, parce qu'on voit ça maintenant dans les retours d'expérience des accidents qu'il y a pu y avoir en France ou à l'étranger ces derniers temps, de se dire il faut aussi toujours avoir en tête les risques majeurs, les risques d'accidents mortels et de mettre une grosse énergie là-dessus, vraiment sur la maîtrise de notre exploitation et des risques les plus importants pour s'assurer et garantir qu'on n'aura pas d'accidents majeurs, qu'on n'aura pas d'accidents mortels et que si jamais il y a des accidents, ce sera des plus petits accidents parce qu'en tout cas, on aura vraiment pris en compte le plus gros. Donc aujourd'hui, on se focalise vraiment sur les accidents majeurs, les accidents mortels et développer une culture de sécurité où tout le monde est vraiment acteur de la sécurité et c'est comme ça qu'on va prévenir tous les risques d'accidents. Donc on en est plus maintenant qu'on a fait des règles, qu'on a fait des systèmes, qu'on a quelque chose de très bien, mais de pérenniser ça et de vraiment ancrer une culture chez tout le monde où tout le monde est vraiment acteur de la sécurité et contribue à l'amélioration. Et alors là, vous avez quand même dit quelque chose d'assez fort, je pense, c'est le fait que vous ayez eu que maintenant vous soyez à entre 0 et 1 accident par an. C'est quand même assez impressionnant. Est-ce que, enfin, je sais pas depuis combien de temps ça dure exactement, mais est-ce que c'est quelque chose qui pour vous peut être durable? Parce que, en fait, sans le vouloir, cette question, je la pose de plus en plus à mes invités, mais la partie 0 accident, c'est vrai que moi, encore aujourd'hui, je suis assez sceptique de manière durable. Je pense que c'est louable de se donner cet objectif, mais le maintenir, ou en tout cas essayer de garder quelque chose comme ça dans la durée, je ne sais pas si ça ne devient pas contre-productif, donc je serais intéressé de savoir votre point de vue là-dessus. Alors, je ne prendrais peut-être pas la question comme ça. Moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que tous les accidents peuvent être évités. Déjà, on peut tourner la question comme ça. Est-ce que tous les accidents peuvent être évités? Pour moi, ils peuvent tous être évités. J'ai fait un certain nombre d'analyses par arbre des causes ou par d'autres méthodes des accidents. Et à chaque fois, on retrouve plusieurs causes. Et à chaque fois, si on avait traité ces causes-là, si on avait identifié avant, on aurait évité l'accident. Donc déjà, pour moi, le postulat, c'est que tous les accidents peuvent être évités. Il n'y a pas de fatalité. Si on part déjà de se dire qu'on pourrait avoir des accidents, que c'est possible, ou qu'on peut pas faire, qu'on peut rien y faire, on part déjà perdant. Et pour moi, c'est pas bon. Parce qu'en tout cas, mon retour d'expérience, c'est que dans tout ce qu'on a analysé à chaque fois, on a trouvé plusieurs causes qui auraient permis d'éviter un accident. Donc tout accident est évitable. Ça, c'est le postulat de base. Après, en effet, ce qui est dur, c'est d'arriver à tenir dans la durée et de ne pas avoir de nouveau des accidents. Ce que je vois aussi, c'est que dans la plupart des accidents qu'on a encore, on retombe sur des causes qu'on a déjà connues l'année précédente ou des années précédentes ou un retour d'expérience d'un autre site. Et finalement, à chaque fois, on retrouve les mêmes causes d'accidents, les mêmes éléments. Donc, on a déjà tout ce qu'il faut en gros dans la littérature ou dans nos retours d'expérience pour éviter de nouveaux accidents. Donc, pour moi, c'est pas une utopie. Hein. On a vraiment réussi à mener des gros projets, des gros arrêts, des gros travaux sans accident. Tous les accidents qu'on a eu, on aurait pu les éviter. Après, en effet, ce qui est difficile, c'est de tenir dans la durée, qu'au gré des changements de process, au gré de nouvelles unités, au gré de changements de personnel. On ait bien une continuité pour que les personnes qui arrivent s'associent bien dans la démarche, aient connaissance des procédures, des retours d'expérience, et qu'on arrive à continuer à perdurer ça. Pour
pour moi, c'est réalisable. En tout cas, tous les accidents peuvent être évités. Donc, à partir de là, il n'y a pas de raison de pas y arriver. Ok. Non, c'est intéressant de le voir comme ça. Après, c'est vrai que la vision forte de quelqu'un comme vous qui est à la tête d'un service sécurité, je pense elle permet aussi de donner cette dynamique et de garantir ça. Et moi, après, je pense que je continue de poser cette question parce que ça alimente ma réflexion aussi, mais je pense que il faut le voir pour le pérenniser sur des années, sur des moments où sont pas aussi bien portés par des personnes comme vous, qui incarnent vraiment la fonction, et de voir comment ça évolue dans une organisation et comment c'est pérennisé, quoi. C'est vraiment moi sur cet aspect-là que je questionne encore aujourd'hui le zéro accident, mais je trouve ça très intéressant, votre réponse. Du coup, on va continuer sur des parties toujours sur votre organisation. Est-ce que vous arrivez à maintenir ou à stimuler plutôt l'innovation dans votre entreprise aujourd'hui? On a ce qu'on appelle des valeurs ou des comportements au quotidien. On en a 5 qui sont l'écoute, la responsabilisation, la transversalité, l'orientation client. Et il y a cette 5e valeur ou comportement au quotidien qui est l'audace innovation. Donc ça fait partie de nos valeurs, de nos comportements au quotidien, d'avoir cette partie d'audace et d'innovation. Si on veut améliorer d'ailleurs la sécurité, il y a des accidents qui peuvent être évités parce que la technologie évolue. Et aujourd'hui, on a en place des outils, des moyens qui font qu'on peut éviter des accidents qui avaient lieu par le passé. On a des moyens techniques, mécaniques pour limiter les risques d'accidents du personnel. Sur des travaux de pression, maintenant, il existe des exosquelettes qui permettent d'éviter des TMS. Donc, il faut absolument mettre en place cette innovation-là pour aussi améliorer la sécurité. Donc, déjà de base, ça fait partie de nos valeurs et de nos comportements au quotidien de prôner l'audace et l'innovation. Après, concrètement, on a mis en place au gré des années, chaque année, des nouvelles innovations. Alors, ce qu'on fait beaucoup d'entreprises, c'est déjà de digitaliser un certain nombre de processus. Toute notre partie de remontée terrain aujourd'hui est digitalisée. Donc, il y a tout qui part. On a des smartphones, des tablettes à texte qui permettent de faire des remontées très simples. Alors, ça paraît simple aujourd'hui, mais il y a encore 5-6 ans, on écrivait ça sur un papier, on donnait ça à une secrétaire qui le rentrait dans un logiciel. C'est un processus hyper long. Aujourd'hui, les gens, ils ont des smartphones à texte, ils font la remontée en direct, ils prennent même une photo. C'est beaucoup plus parlant, ça va beaucoup plus vite, on détecte beaucoup mieux les anomalies grâce à ça. Donc ça s'est fait il y a 4-5 ans. Donc c'est le groupe Sobegy qui a permis ça, cette audace et cette innovation d'apporter quelque chose de nouveau. On a sur la plateforme, il y a une entreprise qui développe tout ce qui est de la détection de fuite. Donc il y a énormément d'innovation aujourd'hui sur toute la partie mesure, détection avec des caméras acoustiques, des caméras FLIR, de l'optique. Donc il y a vraiment des nouvelles évolutions technologiques qui sont en train d'être testées pas loin de chez nous, qu'on a pu déjà nous essayer un peu sur nos exploitations et nos process. Donc ça fait partie des autres innovations qu'on fait. Et après, il y a des choses toutes simples, parce que là on parle de gros trucs d'innovation, de digitalisation, de nouvelles caméras optiques, thermiques, acoustiques, etc. L'innovation, c'est des fois aussi des choses très simples. Il y a un exemple là dans le service qu'on a mis en place depuis 2 ans. On appelle ça les fiches d'idées nouvelles. Si quelqu'un a une idée, donc l'idée c'est de promouvoir le plus d'idées possible. Si quelqu'un a une idée, il l'écrit sur une feuille A4 avec voilà le problème, voilà la solution que je propose, voilà l'innovation ou l'idée que j'ai. Il l'écrit. Quand on a des équipes postées, le quart qui écrit l'idée l'a fait passer au quart suivant, et ainsi de suite. Donc il y a 4 équipes. Les 4 équipes vont dire si elles sont d'accord avec l'idée, si elles sont pas d'accord, vont argumenter, vont même étoffer l'idée. S'ils peuvent le réaliser, ils le réalisent eux-mêmes. Et on a mis pour ça en place ce qu'on appelle des crédits délégués. C'est-à-dire que chaque quart a un budget et peut, pour des améliorations sécurité, mettre en œuvre son propre budget pour faire ses réalisations. Donc on donne à la fois le moyen, qui est cette fiche d'idées nouvelles, on donne les moyens matériels de les réaliser, et puis après, si vraiment c'est trop important que ça met en place une modification d'organisation, des moyens beaucoup plus forts, ça remonte à la hiérarchie qui analyse l'idée et puis qui la redescend et qui dit on est d'accord, on n'est pas d'accord, on argumente, on fait pour plus tard, ou c'est déjà pris en compte par ailleurs. Et c'est quelque chose de très simple, ça met des fois des petites idées ou des petites innovations, mais ça permet de vraiment améliorer l'organisation du service. C'est impressionnant parce que déjà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font la remontée de bonnes idées, mais il n'y a pas beaucoup d'organisations qui se donnent les moyens
voilà, d'aller au bout de cette idée et de l'accomplir, quoi. Parce que c'est facile de dire oui, remontez-moi n'importe quoi et de pas traiter. Le problème, c'est de traiter, justement. Et là, du coup, vous les avez responsabilisés. Et j'aime bien l'idée que ça tourne sur tout un quart enfin sur toute une journée plutôt, avec les équipes de quart pour que ça puisse être validé et que tout le monde voit le bien fondé finalement de la solution. C'est assez intéressant. C'est une très bonne idée, je trouve. C'est pas la mienne. La fiche dîner nouvelle, je l'ai apportée, mais après, on fait que du retour d'expérience d'autres sites. Quand on parlait tout à l'heure, là, c'est l'avis du responsable sécurité, mais la sécurité, finalement, ça repose sur toute une organisation, sur une direction. Et tout part, on parlait de l'ICSI tout à l'heure, tout part de la direction. C'est la direction qui dit vers où on doit aller, qui donne les moyens, qui donne l'autorité, qui met en place la diffusion du message. Et après, c'est nous qui sommes les relais, qui faisons avancer la chose. Donc, l'idée, c'est comment, puisqu'on en parlait de l'amélioration de la sécurité, comment c'est plus juste l'affaire de quelques managers ou de l'encadrement, mais comment c'est l'affaire de tout le monde, et comment on donne la possibilité à tout le monde de contribuer. Il y a quelques années, c'était faites remonter des anomalies, puis alors c'est génial, on met plein d'anomalies dans un panier, puis le panier devient tellement lourd que finalement tout le monde est blasé, puisqu'il a fait remonter 15 anomalies dans l'année, il y en a 0 qui sont résolues. Voilà. Le gros défi maintenant, c'est de dire remontez pas des anomalies, solutionnez des anomalies. Moi, je préfère qu'on me dise je vous donne comme objectif dans l'année d'en résoudre 3 plutôt que de m'en faire remonter 15, parce que moi-même, je vais être débordé, je vais pas pouvoir y répondre. Ouais, non, mais déjà, rien que dans l'approche du problème de résoudre l'anomalie plutôt que la remonter, je pense que rien que ça, psychologiquement, ça change aussi comment c'est perçu par les gens qui font face à cette anomalie justement et qui elles derrière vont être vont sentir que c'est pas justement un petit mot ou une bouteille à la mer qui aura pas de retour, quoi. Très bien, merci pour ce partage, parce que c'est vrai que ça peut en plus donner des idées aux personnes qui écoutent ce podcast. On va continuer sur votre technique pour mieux communiquer en prévention des risques. Est-ce que vous avez des trucs qui vous permettent de garantir que le message sera bien saisi par les intervenants, ou au contraire vous faites confiance à la com classique? Alors, je pense qu'une grosse partie du travail de préventeur, c'est justement la communication. Un sujet extrêmement complexe. Il y aurait plein de choses à dire. Il y a quelques principes de base. Le premier, c'est en général, au début, j'avais un peu le tort de vouloir passer plein de messages dans une réunion ou dans une com ou dans une affiche. Et l'idée, c'est qu'en fait, si on arrive et qu'on veut passer 6 messages, finalement, personne ne retient rien. Si déjà on arrive à se dire, tiens, moi je veux faire passer ce message-là, qui soit entendu, qui soit compris, c'est déjà une bonne chose. Donc en général, c'est d'essayer de rester assez simple et de partir sur une idée, un message. Si on veut en mettre 10 dans une com, on est quasiment sûr qu'on n'en passera finalement aucun. Donc ça, c'est la première astuce que j'ai, entre guillemets, c'est de se dire, tiens, j'essaie plutôt de passer qu'un seul message. Le deuxième, c'est de se dire, ça c'est ce que moi j'ai envie de dire, mais c'est ce que la personne a envie d'entendre aussi, ou est-ce qu'elle est prête à l'entendre. Parce que si juste je fais ma communication sécurité dans mon bureau tout seul à me dire tiens, je vais communiquer ça, je vais communiquer là-dessus, c'est de ça dont les gens ont envie de parler, ça va pas marcher. L'idée, c'est plutôt de partir du terrain, de voir quels sont les problèmes du terrain, d'échanger avec les gens, et sur la base de ça, d'avoir des exemples concrets, d'aller parler aux gens de choses qui leur parlent aussi, et pas juste arriver avec des concepts. Donc l'idée, c'est toujours d'essayer de se raccrocher au terrain et de prendre le pouls, la température, de se dire est-ce que vraiment la personne qui est en face, c'est son problème principal aussi? Est-ce que je suis pas en train d'essayer de passer un message sécurité qui n'a pas lieu parce que finalement il y a quelque chose de plus important à côté? Moi, je vais lui parler d'un petit problème peut-être d'ordre des propretés à cet instant-là, mais juste à côté, en ce moment, ils sont en train de redémarrer une chaudière, il y a eu des fuites au démarrage, et moi je viens parler d'ordre des propretés à ce moment-là, mais c'est peut-être pas le meilleur moment. Donc il faut aussi choisir le moment et se dire tiens, est-ce que la personne est prête à m'entendre là-dessus? Et puis, au début, j'axais beaucoup, la sécurité, c'était beaucoup sur tiens, il s'est passé ça, c'était pas bien, il y a eu cette anomalie-là, il y a ces personnes qui n'ont pas respecté cette règle-là. On était beaucoup finalement dans le négatif. Et depuis quelques années, on essaie de communiquer beaucoup plus sur le positif, et en fait, ça marche beaucoup mieux. Et c'est un cycle plutôt vertueux. Juste un exemple, il y a quelques années, toutes les semaines, on éditait ce qu'on appelait la stop card de la semaine. Donc en gros, c'était la situation à risque qu'on avait détectée, qu'on avait résolue. Finalement, les gens retenaient beaucoup, tiens, lui, il s'est pas accroché avec son harnais, ou tiens, ils ont fait n'importe quoi sur cette opération de levage. Et finalement, on retenait que le négatif.
On a transformé ça, maintenant on fait ce qu'on appelle des chantiers exemplaires, où chaque mois on élit en gros les chantiers exemplaires, on a pris quelques photos, on a dit en quoi le chantier est exemplaire, en quoi cette opération de levage, on a fait un bon balisage, il y avait une très bonne communication, on avait anticipé les risques au préalable, on avait fait un plan de levage, un plan d'élingage, et à la fin on dit tiens, cette opération qui était à risque, elle a été très bien menée. Et on l'affiche, on la diffuse avec des photos, on la diffuse à tout le monde, ou tiens, sur cette opération-là, les échafaudages ont bien été montés, on a mis des protections, etc. Et en fait, on se rend compte que ça a fait une émulation positive, où d'autres entreprises ou d'autres personnes se disent tiens, ils ont fait ça sur ce chantier, c'est vachement bien, moi je vais le faire aussi, puis en plus je vais être reconnu, ça va être positif, ça marche finalement beaucoup mieux. Donc des fois, de communiquer sur le bien et le positif plutôt que sur le négatif, c'est aussi un bon point. Non, c'est tout à fait un très bon levier et c'est vrai que ça se fait de plus en plus et heureusement de communiquer plutôt le positif que le négatif, pas encore partout et même dans une même organisation c'est pas encore homogène, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a de plus en plus conscience que les émotions positives sont beaucoup plus motrices que les émotions négatives, mais après les émotions, il faut quand même bien le rappeler quoi. Les émotions tout court aussi, moi j'ai eu tendance étant plutôt dans un cursus plutôt comment ça s'appelle, mathématique, industriel, on est beaucoup sur la règle, l'argumentation, l'explication technique de comment il faut faire les choses. Finalement, quand on veut passer un message sécurité, ça suffit pas. Il suffit pas juste d'expliquer comment on doit respecter une règle et quelle est la règle. Il faut aussi expliquer pourquoi cette règle elle existe, quel est le sens qu'on y donne, en quoi ça va nous servir à prévenir un accident. Si on vient pas toucher un peu aux émotions, si on est vraiment que dans de la règle, de l'explication, de l'argumentaire, les gens écoutent pas ou sont pas intéressés. Il faut toucher un peu aux émotions, il faut toucher un peu au cœur des personnes pour dire on fait ça parce qu'on a eu quelqu'un qui s'est blessé juste à côté ou regardez. Enfin, il faut vraiment essayer de donner du sens, passer des émotions pour que le message passe. Sinon, ça devient rébarbatif, c'est que de la règle, on n'a pas envie d'entendre et d'écouter ça à longueur de journée. Ouais, non mais tout à fait, je vous rejoins tout à fait là-dessus. Je vais vous poser 2 petites questions sur votre expérience avant qu'on passe aux recommandations. Est-ce que vous pourrez nous partager le challenge qui a été plus compliqué à relever à votre poste actuel? Bonne question. J'ai un challenge et un échec. Je vais transformer un peu la question. Il y a eu un moment où on était en restructuration à Sobeji, où on perdait plusieurs millions chaque année, où on avait un gros taux d'accidents. Et donc là, on a eu un gros projet, alors à la fois de restructuration, de réorganisation. On a eu des gros arrêts en même temps, on a construit des nouvelles unités. Et il fallait dans le même temps réduire les risques d'accident et améliorer les coûts économiques. Donc c'était un challenge énorme où il fallait à la fois réduire nos coûts et en même temps améliorer la sécurité. Et en même temps se réorganiser. Et finalement, donc ça c'était le plus gros challenge, de redéfinir une organisation, de modifier une organisation, de réduire drastiquement les accidents. Et ce que je me suis rendu compte dans ce challenge-là, c'est que finalement la sécurité c'est un bon prisme et c'est un bon vecteur pour que tout le monde embarque dans quelque chose et améliore la situation. Quand on est comme ça par un peu de tempête un peu compliqué, mais si on arrive à fédérer tout le monde sur quelque chose d'un peu positif qui est l'amélioration de sécurité, la réduction des accidents, on arrive finalement à fédérer. Donc ça a été un challenge assez fort parce qu'il fallait à la fois réduire les coûts, réorganiser des gros projets, des gros travaux, réduire les accidents alors qu'on avait trop d'accidents il y a quelques années. Ça a été je pense le plus gros challenge. Et alors sur les échecs, en fait j'en ai 2. Le premier, c'est que là, on parle de tout ce qui est positif, tout ce qu'on fait en sécurité, de l'engagement, etc. Maintenant, ça se confronte à la vie de tous les jours. Et il y a eu une fois où on était sur des travaux d'arrêt, on était sur la fin des arrêts. Il y avait un gros challenge à la fois de délai, de coûts à tenir. Et puis, il y avait une situation qui commençait à dériver. Donc, on a mis en place tout un tas de processus, de contrôle plus réguliers, d'encadrement pour que ça s'améliore. Et ça s'améliorait toujours pas. Et à force de vouloir comme ça bricoler, d'améliorer, et de se dire oui, mais en même temps, c'est la fin des arrêts, on a quasiment fini, il faut tenir. Je pense que j'ai pas eu cette exigence-là de dire attendez, stop, à un moment donné, c'est pas grave, on doit redémarrer, il y a la fin des arrêts, mais là, c'est une situation qui est plus acceptable. Et donc, on l'a fait remonter à la direction qui, du coup, a très bien pris en compte les choses et a fait redescendre, a mis en place les moyens. Et ce qui est toujours difficile dans l'opérationnel, c'est quand on a pris le nez là-dedans, c'est d'arriver des fois à prendre un peu de hauteur et de dire, OK, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Et là, il y a eu un petit moment de flou sur 1 ou 2 jours, on a essayé encore trop de compenser et de ne pas vraiment faire le stop comme il fallait. Donc ça, c'est vraiment le gros challenge finalement à relever à chaque fois, c'est à l'épreuve du terrain, des situations à risque, quand on est
Quand on est vraiment sur le terrain, il y a eu la littérature, il y a les règles, il y a tout ça à respecter, mais quand il y a à la fois la pression du délai, des coûts, une organisation qui est complexe, et des moyens qui sont ce qu'ils sont, il faut savoir des fois avoir une position forte et exemplaire, et c'est pas toujours évident. Ok, très bien. C'est intéressant, hein, votre expérience, parce que c'est vrai que le no-go sécurité, il est pas facile comment dire, à assumer en fait. Et du coup, le côté se sortir un peu de la tête dans le guidon et essayer de dire bon là on n'y arrive pas, il faut s'arrêter, c'est intéressant justement. Donc merci pour une fois de plus pour votre partage. Et une autre question du coup c'est sur plutôt ce que vous appréciez dans votre poste actuel. Qu'est-ce qui fait que ça vous intéresse toujours autant? Alors ça peut-être très avec ce qui me plaît à moi. Moi, ce qui me plaît, c'est de travailler en équipe, c'est de travailler sur de l'opérationnel, de travailler sur l'humain, d'être au contact des gens, de pouvoir échanger. Donc là, je me ravis à plein parce que métier HSE, c'est vraiment un métier transverse où on travaille avec l'ensemble des entités d'une entreprise. Ce qui m'intéresse, c'est que dans mon évolution, maintenant, je suis à la fois sur cette partie très opérationnelle, très terrain, très échange. Il y a aussi toute une partie de mise en place d'une organisation, de définir des stratégies, d'influer à la fois sur l'organisation, les procédures, l'humain, l'opérationnel. Et puis, comme je manage une équipe de 40 personnes, alors là, c'est un métier qui me plaît vraiment parce qu'on est vraiment sur comment tous les jours fixer une ambition, donner du sens, expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire, les supporter, les coacher. Finalement, c'est tout ce contact-là humain et de management qui me plaît beaucoup. Donc moi je me réalise à plein parce que ce soit en management ou dans les défis qui sont à relever, on est sur du technique, de l'organisationnel, de l'humain, de la communication, de la pédagogie. On a vraiment une palette un peu multifacette qui fait que chaque jour on a quelque chose à découvrir, à faire. Ok. C'est sûr que ça doit être assez motivant. On va passer à une partie plus liée à vos recommandations. Est-ce que vous avez des ressources que vous consultez régulièrement et que vous voudriez partager, des livres ou des livres de référence, des sites web J'en ai pas mal. Ouais. Sur tout ce qui est déjà risque d'accident majeur, il y a une base qui s'appelle le BARPI, le Bureau d'analyse des risques et pollution industrielle. C'est un site internet sur lequel on va retrouver l'ensemble des accidents qui ont eu lieu sur les sites industriels en France. Et donc là, on a une formidable base de retour d'expérience. Et donc ça, c'est vraiment un élément très important à connaître et à voir. Il y a le pendant américain qui s'appelle le CSB, qui diffuse pas mal de vidéos de retour d'expérience d'accidents qui sont très bien faites, où vraiment on modélise les accidents, les causes d'accidents. Donc ça, c'est deux bonnes sources. Il y a l'ICSI, dont on a parlé évidemment, qui a mis en place tout un tas de publications et de recherches vraiment sur comment développer une culture de sécurité. Et puis après, si on est plus sur la communication, il y a deux livres que j'aime bien. Il y en a un qui s'appelle Comment se faire des amis à l'ère du numérique. Alors le titre est un peu trompeur parce que c'est pas juste comment se faire des amis. En fait, c'est comment interagir avec les gens, comment les convaincre, comment échanger, comment être à l'écoute. Et ça donne tout un tas quand même d'astuces ou de façons de communiquer pour mieux comprendre et mieux interagir avec les personnes. Et comme on était sur le passage de messages d'un point de vue prévention, moi j'y trouvais beaucoup de choses. C'est pas directement axé prévention, mais on y trouve tout un tas d'informations qu'on peut transposer. Du coup, ils reprennent la suite du livre de Dale Carnegie ou C'est ça, ouais, exactement. Ouais. C'est la mise à jour avec un peu plus d'adaptation à l'époque, mais finalement tous les principes initiaux sont repris dans ce livre-là. Ok. Moi, je connaissais pas. Je savais pas qu'il y avait eu une suite, si je puis dire. Donc ça marche. Et du coup, vous aviez un autre livre? Ouais, j'ai deux autres livres. J'en ai un toujours sur la communication. Ça s'appelle L'art du pitch. Il faudra que je vous retrouve l'auteur. Là, l'idée, c'est justement comment faire passer un message. Comment arriver à conceptualiser le message qu'on doit faire passer. Ça donne une méthode très simple qui est quel bénéfice, quelle idée, quel message. Et ça permet de structurer son discours. Ce qui fait que quand on vient en face de quelqu'un, on arrive à structurer un discours pour qu'il soit bien compris. C'est un livre relativement accessible et très simple. Et le dernier, c'est un récit de Fukushima, plongé dans la gestion de crise de Franck Garnieri et j'ai oublié le nom de la deuxième personne, qui est hyper intéressant aussi. Normalement. Oui. Ouais.
Alors j'ai espoir qu'un des deux vienne dans le podcast pour rien vous cacher. Et ils ont été mes enseignants il y a un moment aussi, ouais. Et moi j'ai lu que le 1 qui était très intéressant. Je sais pas si vous avez lu les deux. Non, j'ai pas lu les deux. J'avais écouté leur interview, puis là, je l'ai pas fini, je suis dessus, mais c'est vraiment, là, on est en plein dans la gestion de crise et comment on interagit, comment on prend des décisions, comment on fait face à des situations qu'on n'avait pas connues. C'est vraiment passionnant. Ouais, je vous rejoins complètement. Ouais. C'est vrai il est vraiment. C'est assez rare d'avoir, comment dire, le témoignage d'un dirigeant dans une telle crise, sachant qu'en plus, je crois que le directeur est décédé quelques années après, et du coup, il y a vraiment ce côté, ils ont réussi à capturer tout ça. En plus, ils ont le récit précis, minute par minute. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant et c'est à lire. Hein. Ok, très bien. Ensuite, est-ce que vous avez des outils digitaux que vous utilisez particulièrement? Quelques-uns, on parlait de remontée de situations dangereuses digitalisées. Nous, on utilise ce qu'on appelle Kiséoform, qui est une application sur laquelle on peut vraiment modéliser et faire tous les formulaires. On peut vraiment les créer et les modéliser à façon. Ça permet en plus de récupérer toute l'information, d'envoyer des emails automatiques. Donc, c'est un outil qui est vraiment modulable et très pratique. Là, je suis en train de découvrir l'outil qui permet de le compléter, qui s'appelle ClickSense, qui permet de récupérer en gros toutes les données, de les analyser et d'en sortir des graphiques hyper simples. On est en plein là dans ce qu'on appelle un peu l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de comment on arrive à récupérer toutes les données et les interpréter très rapidement. Donc on a cette application-là, la ClickSense, qui permet de faire ça. D'accord. Après, nous on est beaucoup dans tout ce qui est maintenance du réseau incendie, suivi des vérifications périodiques obligatoires. Et là on utilise ce qu'on appelle OpenSafe, qui est pareil, un logiciel qui permet de faire de la veille. Alors, ça fait à la fois la veille réglementaire sur les exigences réglementaires des vérifications périodiques, et ça permet en même temps de suivre l'ensemble de notre parc matériel et d'avoir des alertes. Donc, ça a l'avantage de suivre et en même temps de nous tenir informés des exigences et des nouvelles exigences réglementaires. J'ai échangé avec le fondateur il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant leur solution. Après, sur tout ce qui est gestion de crise, on n'en a pas vraiment parlé, mais suite au dernier retour d'expérience, il y a un outil qu'on utilise depuis nous déjà un certain temps, c'est comment prévenir les populations en cas d'un événement majeur et comment être en capacité d'envoyer des SMS, des mails, des fax, des appels de façon automatique. Alors là, il y a plusieurs outils. Nous, on utilise C2I Télécom, mais il existe aussi FACT24 qui permet de faire ça, qui permet avec une liste déjà préenregistrée d'envoyer automatiquement en appuyant sur un bouton des appels automatiques, des SMS, des mails, et on permet comme ça nous permet nous d'alerter l'ensemble des riverains, des industriels alentours en cas d'un événement. Donc ça, c'est un outil qui est pas mal aussi. Et de façon plus personnelle, moi j'utilise ce qu'on appelle Trello. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi j'utilise, c'est très lean management, et je me suis en fait défini tous mes objectifs, et j'ai mes objectifs au pas de la journée, de la semaine, du mois et de l'année. Et c'est très pratique, et ça me permet comme ça de structurer à chaque fois quels sont les objectifs que je vais atteindre dans la journée, dans la semaine, dans le mois. C'est une petite application là, à la fois sur le smartphone, sur le PC, ça permet de tout noter à tout instant. Pas mal celui-là aussi. Ok, très bien. Ouais, effectivement, je connais bien. Je mettrai tous les liens du coup des références que vous avez données en description de l'épisode. Alors, on va sauter une partie et on va avancer pour pas que l'épisode soit trop long sur l'avenir de la prévention. Est-ce que vous pourrez nous dire comment vous voyez évoluer le métier de préventeur à moyen terme, donc d'ici 5 à 10 ans? Je pense qu'on parlait d'audace et d'innovation. Il va y avoir une évolution sur tout ce qui est données, intelligence artificielle, évolution technologique qui font qu'on va pouvoir, j'espère en tout cas, atteindre vraiment des grosses évolutions et des grosses améliorations en sécurité. Et je pense que toutes ces évolutions-là vont nous permettre d'avoir beaucoup plus de données, de mieux les analyser, d'avoir vraiment des grosses améliorations en sécurité. Donc je pense qu'il va falloir arriver à bien maîtriser toutes ces nouvelles technologies, toutes ces innovations-là. Donc le rôle du préventeur, ça va être d'être à l'écoute de ces nouvelles technologies, d'essayer de les récupérer le plus rapidement possible et puis de les appliquer sur le domaine de la prévention. Il y a un côté qui est aussi la responsabilité sociétale des entreprises, où de plus en plus, il faut qu'on ait une acceptabilité, il faut que nos industriels soient acceptés de l'ensemble de la société. Donc dans le rôle de la prévention,
Éviter les accidents, éviter les nuisances, éviter les crises, ça va contribuer à une meilleure acceptabilité. Donc je pense que la prévention va avoir aussi un rôle très important à jouer dans cette responsabilité sociétale. Et puis, à la fin, toutes ces évolutions-là, ça reste quand même beaucoup d'humain, de pédagogie, de messages à faire passer. Je pense que tout ce qui est neurosciences, faire passer un message, communiquer, ça va faire partie de plus en plus de ce que l'on va attendre d'un préventeur. Et là-dessus, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Ouais, je pense aussi que ça deviendra une compétence. Enfin, ça l'est déjà normalement, mais ça devrait être une compétence de base du préventeur. Et je vais terminer par la question que je pose à tous mes invités. Quel conseil vous auriez pour le jeune Bruno qui débutait dans le monde de la prévention ? Il y en aurait deux. Un, c'est tout part du terrain et rien n'est si simple qu'on peut le croire. Si on a un accident, si on a une situation à risque, il ne faut pas juste regarder la personne ou ce qu'elle a fait de mal, il faut regarder tout l'environnement et tout le contexte. Et donc au début, moi, j'avais pas cette vision-là quand j'ai démarré la prévention. Elle est venue petit à petit et avec ce qu'on m'a apporté, c'est vraiment d'analyser dans la globalité à la fois l'organisation, ce qui s'est passé dans la journée, dans quel état était la personne. Enfin, d'aller beaucoup plus loin dans la recherche des causes pour identifier pourquoi on a une situation à risque et de pas juste se contenter de respecter, suivre ou définir des règles. Donc d'être beaucoup plus ouvert à cette partie-là de pratiquer du terrain, faire beaucoup de terrain parce que c'est là qu'on apprend. Et puis le deuxième, c'est de savoir s'entourer. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont permis d'évoluer. Et donc je pense qu'il faut être à l'écoute et il faut chercher aussi ces personnes-là. Donc au jeune Bruno, je lui dirais, fais beaucoup de terrain. Essaye d'analyser vraiment en profondeur tout ce qui se passe. Et puis, hésite pas à solliciter les personnes pour apprendre. Parce que c'est finalement eux qui ont un regard extérieur sur nous et qui nous permettent d'évoluer. Ok, très bien. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut continuer d'échanger avec vous? Le compte LinkedIn, c'est peut-être le plus simple, parce qu'on peut m'envoyer des messages et me contacter. Après, ce sera, je pense, le plus simple. Après, on a un site qui s'appelle Univers Lac, qui permet de décrire un peu tout ce qui est fait au niveau du bassin de lac, tout ce qui est justement responsabilité sociétale des entreprises qui travaillent là. Donc déjà de consulter ce site-là, ça permet de mieux nous connaître et de mieux connaître ce que l'on fait. Puis après, si on a des questions à me poser, pas hésiter à me contacter sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir d'échanger, de partager. C'est tout le but justement de ce podcast, c'est de pouvoir échanger, partager des expériences. Donc, je suis disponible, n'hésitez pas. Tout à fait, c'est l'objectif. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine!